Et quand on écoute les grands élus qui se sont exprimés tout à l'heure en particulier, on se rend compte de ce que, derrière cette question, nichent des enjeux politiques majeurs qui tiennent au développement économique, à la réalisation nécessaire d'infrastructures et à notre grand problème du logement. Bon, l'espoir qu'on peut concevoir, c'est que l'actuelle avancée de l'intercommunalité, donc vous savez, depuis décembre dernier, cette loi qui promet que, en principe, en 2013, si je ne me trompe, l'intercommunalité devrait être achevée et les intercommunalités trop maigrichonnes reconfigurées, dans la mesure où tout cela sera réalisé. En tous les cas, on aura vraisemblablement une intercommunalité existant partout et le plus vite possible donner tous les pouvoirs d'urbanisme d'un peu important aux intercommunalités. Vous savez que l'État est toujours la cible de nombreuses critiques, et celle sur le désengagement, on l'entend très souvent. Il y en a une autre aussi qu'on entend très souvent, c'est l'État revient en force. Il essaye de reprendre d'une main ce que la décentralisation a accordé aux collectivités. Plus sérieusement, sur le désengagement, c'est vrai que l'État distribue moins de subventions. Il y a une baisse des aides à la pierre, enfin qui ne sont plus au niveau où certains le souhaiteraient, bien entendu. Cela dit, l'expression et le contenu même du désengagement place le débat sur un plan exclusivement financier. Aujourd'hui, cette intervention financière prend des formes différentes, en particulier la démarche éco-cité, les crédits du grand emprunt et le programme Ville de demain. L'État est-il toujours aménageur ? Oui, il l'est. Il suffit de voir le Grand Paris, qui est un exemple concret, réel, qui se met en place avec plus ou moins de rugosité. L'État, évidemment, a une préoccupation de solidarité nationale dans la construction de logements sociaux. Je passe sur les 70 000 logements par an à construire à terme dans le cadre du Grand Paris, qui est une gageure particulièrement difficile pour l'aménagement et pour le foncier. C'est que toutes ces politiques d'aménagement, de solidarité, de lutte contre l'étalement urbain sont des politiques portées exactement dans les mêmes termes par les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle opposer l'un à l'autre dans le quotidien n'a pas grand sens. Et je voudrais à ce stade rendre hommage aux directeurs généraux et directrices d'établissements publics fonciers qui, dans leur quotidien, font un travail considérable d'équilibre pour rapprocher les points de vue. Ce sont des accoucheurs de consensus qui font que, finalement, ça marche et ça fonctionne. Je trouve que la logique de contractualisation est une logique extrêmement importante, et plutôt que de, j'allais dire, prêter ma voix en disant l'urbanisme c'est compliqué, c'est trop compliqué, etc. Je me dis il y a des voies et moyens de réconcilier et peut-être de trouver de la flexibilité et de la souplesse. De ce point de vue-là, j'allais dire les PUP sont et vont dans le très très bon sens. C'est imparfait, dont acte, il faut l'améliorer, il y a des discussions pour ça, mais ça va dans le bon sens. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il existe d'ores et déjà, et là c'est peut-être l'ingénierie privée qui vient voir de temps en temps le partenaire public en lui disant « écoutez, on comprend que vous ne voulez pas perdre une partie de la création de valeur, mais en même temps la création de valeur, elle vient de nous parce que l'idée et puis le risque commercial sur la commercialisation ou de logement ou de bureaux ou de ceci ou de cela, c'est nous qui allons la prendre, donc comment faire ?» Et là, on trouve parfois des moyens innovants. Ce sont des opérations de foncier à prix maîtrisé, qui tiennent compte de certaines contraintes vues par le privé de logements sociaux, qui ne sont pas des contraintes mais des ardentes nécessités vues par la personne publique. Mais c'est aussi parfois, et nous fonctionnons comme ça avec des établissements publics, des clauses de retour à meilleure fortune, en disant écoutez, vous croyez que le bilan qu'on vous présente est un bilan trop conservateur, nous, on achète sur cette base de bilan, et si on fait mieux, et on joue à bilan ouvert, eh bien, on réadapte la valeur foncière ultérieurement. Alors, c'est valable, c'est pour ça qu'il faut la contractualisation, elle reste valable si la production est à horizon court ou moyen terme pour l'opérateur privé, c'est-à-dire 2 à 5 ans. Au-delà, ça devient plus difficile. Mais je crois que la voie de la contractualisation, et je me réjouis d'avoir entendu le représentant du ministère de ce point de vue-là, la voie de la contractualisation est riche, elle est très riche, il faut continuer à l'explorer, et en tous les cas, chez ICAD, on ne se prive pas de le faire.
C'est très concret le foncier. Le foncier, il y a des acteurs, il y a des parties prenantes, il y a des personnes, physiques ou morales, et qu'on ne peut pas réfléchir au foncier sans être conscient du rôle de ces acteurs-là et de les prendre en compte dans toute la négociation. Et depuis effectivement 30 et quelques années que je suis dans ce métier de l'aménagement et du foncier, je suis très frappé par le fait que l'ensemble de notre construction et de nos réflexions souvent en matière d'urbanisme est fait sans vraiment tenir compte du propriétaire. Je suis très frappé on parlait tout à l'heure d'autorité, la loi SRU a eu des effets extraordinairement pervers. Je vais citer juste un chiffre que l'on ne connaît pas toujours aussi bien qu'on devrait le connaître. En 2000, au moment de la loi SRU, vous aviez la moitié des maisons qui se construisaient en France se construisaient dans des sites qui avaient été aménagés pour ça. Aujourd'hui, 10 ans après, pas tout à fait 10 ans, c'était 2009 la statistique, c'est 26% des maisons qui sont construites en France sur des sites qui ont été aménagés pour ça. C'est donc la faillite complète de l'aménagement à l'issue de la loi SRU, et c'est également la conséquence d'une application doctrinaire d'une loi qui voulait faire revenir les gens vers la ville et qui a été interprétée par un certain nombre de collectivités en disant la plus simple manière d'éviter l'étalement urbain dont nous parlait tout à l'heure M. Lemoine, c'est de limiter les zones de développement. Prenez, on est ici à Lille, je ne connais pas la situation lilloise, mais je cite souvent l'exemple du Grand Lyon. Le premier PLU du Grand Lyon a divisé par 3 les zones de développement urbain. Moyennant quoi, les gens sont partis ailleurs. Et effectivement, on est allé faire de l'étalement urbain par déficit de prévision. Il fallait simplement prévoir que le rythme du propriétaire n'était pas celui des politiques publiques du moment, et donc prévoir des espaces qui étaient suffisants. Je pense que le schéma de cohérence territoriale est un outil de planification et de prospective très performant au service des collectivités. Son premier mérite, d'ailleurs, comme cela a été dit également, est d'être mené par des élus, par des maires, par des présidents de communautés de communes. Et j'ai vu personnellement des maires évoluer dans leur conception de l'urbanisme, parce que c'est vrai que quand on arrive élu, on n'a pas sauf à être urbaniste, architecte ou je ne sais quoi, on n'a pas de connaissances en matière d'aménagement du territoire et encore moins de foncier. Mais je prétends que les élus sont aptes à apprendre, ont soif d'apprendre d'ailleurs, pour rendre le meilleur service possible à leur collectivité. Et je pense que des organismes, comme chez nous dans l'Ain, mais je pense partout ailleurs en France, comme les CAUE par exemple, sont très porteurs de pédagogie concernant l'urbanisme. Alors après, quel est le bon urbanisme? C'est aussi une excellente question. Il n'empêche que j'ai vu beaucoup de maires évoluer au fil des années. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué le logement social. Il y a 5 à 10 ans en arrière, la plupart des élus, en particulier de petites communes, quand on leur parlait de logement social, poussaient les hauts cris avec cette peur de voir arriver des populations défavorisées. Et maintenant, j'entends beaucoup de maires de toutes petites communes dire « mais il nous faut du logement locatif social » parce que dans les petites communes, il est bien évident qu'on ne va pas faire venir la misère de la ville, elle ne sera pas mieux à la campagne, faute de transport, faute de services. Il n'empêche que tous les maires ont compris aujourd'hui que dans une petite commune, les jeunes ménages sont tout à fait accessibles au logement social, ont donc besoin de logement pour quitter leurs parents. Les personnes âgées, souvent à faible revenu, ont besoin également de ce logement social pour rester. Et les maires ont très vite compris que s'ils voulaient conserver leur école et le dynamisme de leur commune, il leur fallait du logement locatif et en particulier du logement locatif social. La question foncière est souvent abordée comme quelque chose d'insaisissable, d'immaîtrisable. La faute a, et selon les uns ou les autres, on voit la réponse. Et le Grand Paris a été conçu au travers du foncier comme la poule aux œufs d'or. Évidemment, la réalité est apparue très vite, que la logique de miser sur le foncier, c'était une logique spéculative avec des recettes incertaines. La question foncière, elle a besoin d'outils publics, elle a besoin, et c'est une bonne chose, des EPF.
c'est d'abord l'intelligence foncière, donc de l'ingénierie, donc du travail de matière grise de nos directeurs généraux, des cadres que nous avons, ceux qui sont au contact du terrain. Les investisseurs privés ont leur rôle à jouer, y compris dans le domaine de l'action foncière. Mais je crois que le propre des EPF, c'est d'être un juge de paix, de telle sorte qu'il n'y ait pas de logique qui soit, je dirais, spéculative, haussière du point de vue des prix du foncier, voilà, qui soit contracyclique lorsque c'est nécessaire au regard des périodes de crise, de bulles, etc. J'observe qu'il y a 20 ans, l'État intervenait à un niveau de 20% pour la réalisation de logements sociaux. Aujourd'hui, c'est 5 fois moins. Aujourd'hui, c'est 5 fois moins, quand les prix ont plus que doublé. Donc, se posent des questions, évidemment, de crédit, de qui met quoi et combien au service du projet global. Mais il faut aussi une loi, me semble-t-il, logement, urbanisme et foncier. Sur l'aspect du foncier, évidemment, il faut aborder et traiter un certain nombre de questions. La question de la valeur est quand même importante. Est-ce qu'on peut continuer à laisser fixer des prix au niveau d'acquisition foncière par un outil public, malgré l'intervention et le cadrage des domaines, sur la valeur future de ce qui va être fait? C'est souvent le cas, nous le savons bien. Il faut en revenir à la valeur et fixer que c'est la valeur d'usage actuelle et tenant compte de l'état des bâtiments et des biens.